Et donc ce soir, nous voyons les bobines et les condensateurs parfaits. Donc déjà les fiches de synthèse. Encore une fois, si vous voulez plus de détails, c'est la troisième vidéo du chapitre 2 de technique et la page 51 du cours au format PDF. Ici, vous avez le cours au format HTML, mais c'est exactement les mêmes informations, hein, c'est le même texte, les mêmes images. Et je vous conseille vivement quand même de regarder la vidéo parce que vous allez voir, le résumé est assez... il y a peu de choses, mais on va un peu plus dans le détail, même beaucoup plus dans le détail dans la vidéo et notamment dans la partie manip de la soirée, voilà, où il y a pas mal de trucs intéressants, donc allez y faire un tour en plus, comme ça vous permettra de bien comprendre ces phénomènes donc liés à au problème des bobines et des condensateurs. Avant de commencer de parler de ces problèmes, on va voir rapidement un aspect particulier des condensateurs, c'est la charge et la décharge d'un condensateur à travers une résistance. Donc ici, là, je vous ai mis un petit schéma. C'est en fait là quand on dit E, ça c'est une pile. Alors c'est une représentation, voilà, que j'ai pas l'habitude, que vous avez peut-être pas l'habitude de voir, mais ça c'est un générateur et ce générateur génère une tension continue, donc on peut dire que c'est une pile. Cette pile, lorsque je bascule ici l'interrupteur sur le position 1, qu'est-ce que va faire la pile? Eh ben, elle va remplir le condensateur à travers cette résistance. Et ce que l'on va visualiser, c'est la manière dont le condensateur se remplit. Et donc le condensateur va se remplir à une vitesse qui va être fonction de la valeur de la résistance, parce qu'évidemment, plus la résistance est importante, moins le condensateur se remplit vite, puisque ça limite le passage du courant. Et d'autre part, plus la valeur du condensateur est importante, plus ça va mettre de temps à se remplir, puisque si le condensateur est plus gros, il va falloir plus de courant pour remplir le condensateur. Donc l'ensemble de cette charge et décharge du condensateur, on va déterminer un temps qui est donc le temps là, ce qu'on appelle constante de temps. Et cette constante de temps, c'est ce qui va, donc c'est la valeur de la résistance multipliée par la valeur du condensateur. Et ça va donner un temps en secondes. Donc voilà, c'est ce que l'on a ici sur cette représentation. C'est-à-dire que mathématiquement, ici, ça c'est la droite qui va montrer la charge du condensateur. Le problème, c'est que au fur et à mesure ici que le condensateur se remplit, la tension ici aux bornes du condensateur, elle augmente. Ma pile, elle reste à une tension, je dirais, fixe. Si bien qu'ici, sur ma résistance, par la loi des mailles, la loi des nœuds, ici la tension, par définition, elle va diminuer au fur et à mesure que mon condensateur se remplit. Et comme ma tension diminue au fur et à mesure, eh bien l'intensité dans la résistance va diminuer au fur et à mesure.
Si bien que, en théorie, au départ, mon condensateur va être vidé en une constante de temps, c'est-à-dire R multiplié par C. Mais finalement, au bout de cette constante de temps, compte tenu ici de la tension qui diminue aux bornes de ma résistance, eh bien ici, je ne vais plus avoir ici que, on va dire, les 2/3 de la tension et non pas 100%. Alors, c'est pas exactement 2/3, précisément, c'est 63,2. Voilà, dans le cours, c'est expliqué. Voilà, c'est 1 divisé par le nombre E, mais non, enfin, c'est 1, pardon, 1 moins 1 divisé par le nombre E, donc le nombre de l'air. Voilà, c'est pas la peine de trop chercher. Il n'y a pas de question à l'examen là-dessus, mais voilà. Donc au bout d'une constante de temps, le condensateur sera rempli aux 2/3. Et au bout d'une deuxième constante de temps, donc avec la même durée, du coup mon condensateur il va être rempli au 8/9, etc., etc. C'est ce que je vous ai indiqué ici dans le tableau. Hein, c'est donc 2/3, 8/9, 26, 27e, 80, 81e, au bout de 4T, et au bout de 5T, alors si on veut regarder le vrai taux de remplissage en pourcentage, c'est 63,2, 86,5, 95, 98, et là, au bout de 5T, on dépasse les 99%, on est à 99,3, mais on dit que le condensateur est plein. Parce qu'en fait, quand on regarde, enfin, si on fait ça de manière mathématique, le condensateur n'est jamais plein. C'est-à-dire que on voit bien là, la courbe, là c'est la tension E, donc la courbe elle va se rapprocher de plus en plus de E, mais elle ne va jamais la toucher. Donc concrètement, mathématiquement, le condensateur n'est jamais plein. C'est pas génial comme approche quand on demande quand est-ce que le condensateur est plein. Si on vous dit jamais, voilà, ça c'est pas génial. Et donc on dit que le condensateur est plein au bout de 5 constantes de temps, puisqu'il est plein à plus de 99%. Et évidemment, ça se passe de la même manière pour la décharge. C'est-à-dire que lorsque ici, mon petit interrupteur, au lieu de le mettre sur 1, je le mets sur 2, bah automatiquement, qu'est-ce qui va se passer là? Ma tension, qui était donc maximum, en supposant que mon condensateur était rempli, eh bien mon condensateur va se vider à travers la résistance. Au début, ça va bien aller, et puis au fur et à mesure, la tension ici aux bandes du condensateur va diminuer, si bien que ça va réduire l'intensité dans la résistance. Et on va obtenir le même phénomène, mais évidemment en sens inverse, en sens décharge, et on va obtenir une courbe. Alors évidemment, elle est symétrique, c'est-à-dire qu'elle va être de cette manière-là, et elle va tendre ici vers le zéro. Et de la même manière, du coup, un condensateur non plus n'est jamais vide. Hein, ici, en décharge, vous avez ici les pourcentages, et ici les valeurs approchées. Voilà. Donc ça, c'est pour le condensateur. Les questions à l'examen, ça va porter sur la constante de temps et sur 5 fois la constante de temps, sur les deux. Tout dépend ce que l'on demande, savoir si c'est la constante de temps ou le temps que met un condensateur à se charger ou à se vider. Et on a le même phénomène pour la bobine. À la différence, c'est que pour le condensateur, on parlait de tension. Pour la bobine, on va s'intéresser au courant. C'est-à-dire que l'établissement d'un courant dans la bobine va suivre
la même courbe. La différence, c'est la formule de la constante de temps, puisque là, il va falloir utiliser la bobine, enfin la valeur de la bobine en Henry, et la valeur de la résistance. Et évidemment, je ne remplace pas mon condensateur par une bobine, mais j'ai une formule qui est adaptée, donc c'est la L, enfin le temps, la constante de temps, c'est la valeur de la bobine divisée par R. Voilà, et c'est exactement... Alors, la seule question que j'ai vue à l'examen, c'était, enfin dans les formules vraies, formules fausses, cette formule autour de la constante de temps de la bobine. C'est le seul cas que j'ai vu. Et pour mes bobines et mes condensateurs, donc bah, le sujet du chapitre, donc ça ce sont les bobines et les condensateurs non parfaits. Alors ceux qui sont intéressés là, enfin on le voit aussi dans le cours complet, il y a toutes les formules. Ceux qui veulent se faire mal, bah, ils regardent, il y a toutes les formules qui permettent d'arriver et de comprendre la manière dont ça fonctionne. Je vous ai mis ici là les courbes là. Donc ici vous avez la courbe de charge en rouge et la courbe de décharge ici en bleu. Voilà. Avec ici les tiers et deux tiers. Voilà. Je ne suis pas certain que ce soit complètement à l'échelle, ce que j'ai indiqué, et que ce soit bien symétrique. Mais voilà, c'est l'idée du truc. Les bobines et les condensateurs, on va avancer un peu dans le cours. Encore une fois, dans la vidéo complète, on s'attarde beaucoup sur ces problèmes-là, qui sont intéressants, mais finalement, il y a très peu de questions à l'examen. Donc ça permet de mieux comprendre pourquoi on a tous ces problèmes et d'anticiper un petit peu tout ce qu'on va voir par la suite, notamment dans le chapitre 4. Et donc voilà. Donc les bobines et les condensateurs ne sont jamais parfaits. Il y a toujours une partie résistive. Et souvent, une composante, alors ce que j'appelle contre-réactive, c'est-à-dire qui a l'effet inverse de ce qui est demandé. Exemple, une bobine, on sent bien que le fil de la bobine en lui-même, il y a une petite résistance, puisque c'est un fil, donc même en mettant la meilleure volonté du monde, bah, il y aura toujours une petite résistance. C'est cette résistance qui va nous poser problème. Et d'autre part, la bobine, bah, quand on regarde la manière dont est fait une bobine, donc ce sont des spires, et entre chaque spire, qu'elles soient jointives, c'est-à-dire accolées les unes aux autres, ou au contraire espacées, eh ben on sent bien qu'il y a bien un petit condensateur qui apparaît et qui joue le rôle un petit peu de parasite. Alors évidemment, par rapport à la valeur de la bobine, ce condensateur, enfin la valeur de cette capacité parasite est très faible, mais voilà, elle existe bien, et comme vous connaissez maintenant les formules de l'impédance, eh bien cette capacité va générer des problèmes. Quand c'est un condensateur, ça va générer des problèmes en basse fréquence, et quand c'est une bobine, au contraire, c'est en haute fréquence, puisqu'on va avoir une impédance plus importante. Voilà. Et la résistivité, c'est la même chose. N'oubliez pas, on l'a vite fait aborder, il y a la problématique de l'effet de Pau. L'effet de Pau, je le rappelle, c'est le fait que le fil, un fil conducteur, quand il est parcouru par du courant alternatif,
le courant ne circule plus à l'intérieur du fil, mais plus la fréquence augmente et plus le courant circule en périphérie du fil. Et quand on dit en périphérie, ça va très vite, c'est-à-dire que, grosso modo, aux alentours de 1 méga, l'épaisseur du fil dans lequel passe le courant, c'est 1 micron. Donc c'est très fin. Et si vous avez un gros fil, même du 2,5 carré, du 2,5 mm carré, eh bien le courant ne passera pas à l'intérieur, il ne passera que en périphérie sur le premier micron autour de circonférence du fil. Donc ça va poser des problèmes, puisque plus on monte en fréquence, plus cet effet de peau va être important, et plus la résistance du fil, parce que finalement, le fil, c'est comme si c'était la périphérie qui laissait passer le courant, et donc cette résistance à la fréquence est beaucoup plus importante que ce que indique un ohmmètre qui, lui, par nature, mesure du courant continu, enfin mesure en courant continu, et pas du tout en courant alternatif. Donc ça, on a un gros souci. Donc cette partie résistive, elle va être en série ici avec ma bobine ou ici avec mon condensateur, hein, ce sont mes deux schémas possibles. Hein. Et malgré que ce soit en ohms tous les deux, que l'impédance de la bobine soit en ohms, que la résistance du fil de ma bobine soit en ohms, alors j'ai la même problématique ici avec le condensateur, alors peut-être moindre, parce que la longueur des fils d'un condensateur, c'est pas énorme. En revanche, si c'est un condensateur variable, il y a un petit frotteur qui permet de récupérer le courant dans la partie mobile du condensateur. Et ce petit frotteur, quand il est oxydé, il laisse mal passer le courant, et donc la valeur R, là, elle va augmenter, mais ça, c'est pas l'effet de peau, ça. C'est l'effet oxydation du frotteur. Et c'est valable que dans les condensateurs variables. Dans les condensateurs fixes, on a une valeur de résistance, là, cette partie résistive, on va dire qu'elle est... on pourra l'ignorer. En revanche, dans le cas de la bobine, on peut absolument pas l'ignorer. Et le problème, c'est que, donc, quand bien même ces deux, l'impédance est bien en ohms, la résistance, elle est aussi en ohms, mais on peut pas appliquer ici ce que l'on avait vu quand on avait fait les groupements de résistance, hein, en disant les deux, ce sont des deux valeurs en ohms, je vais additionner les deux et ça va me donner l'impédance totale de ma bobine. Ça ne marche pas. Pourquoi? C'est que on avait vu la semaine dernière que la bobine, elle déphasait. Elle déphasait en avance, mais du coup, tension et intensité ne sont plus en phase. Alors que dans ma résistance, tension et intensité sont en phase. Et au final, alors, plus précisément, ici, la valeur de la bobine, ça s'appelle une réactance, c'est-à-dire que c'est l'effet de la fréquence sur l'impédance. Donc ça s'appelle une réactance. Et il y a la partie résistive qui est là. Et quand on additionne les deux, on est obligé d'additionner ce qu'on appelle vectoriellement. Donc, en fait, ici, la vraie valeur en ohms avec laquelle on va pouvoir appliquer la loi d'Ohm,
c'est cette longueur-là. Et comme vous avez bien suivi vos cours de trigonométrie, c'est quoi cette distance? Eh bien, c'est la racine carrée de la valeur de la résistance au carré plus la valeur de la réactance ici au carré. Voilà. Donc ça, c'est le théorème de Pythagore, hein, ça marche très bien. L'avantage, et ça, ce sont les vecteurs de Fresnel, ça s'appelle des vecteurs de Fresnel. Autre chose intéressante de ce vecteur, c'est que ici, vous avez l'angle qui va vous donner le déphasage, dont on va parler, on en parle un petit peu là-dedans, dans le cours. Voilà, le déphasage, ici, par exemple, on a un déphasage de 30 degrés, là précisément, et un déphasage de 30 degrés sur une bobine. C'est ça que ça veut dire, c'est-à-dire qu'en rouge, ici, on a le signal de référence qui est donc l'intensité. C'est toujours l'intensité la référence. Et ma tension, elle est en avance, puisqu'on a, c'est dans le cas d'une bobine, et elle est en avance ici de 30 degrés, c'est-à-dire que si on regarde ici, entre les deux valeurs, là, eh bien ici, on a 30 degrés. Hein, ici, je suis à 0. Je regarde à quel niveau je suis ici. Donc, je suis à 0 en intensité, alors que ma tension, elle est déjà à 30 degrés en avance. Ça fait 30 degrés, ça. Et quand on prend ici des valeurs, bah, c'est bien mon 30 degrés. Donc, ça, c'est pour la bobine, donc en avance. Pour le condensateur, quand bien même ici, cette valeur de R, elle doit être très petite par rapport à la valeur du condensateur, mais on a le même effet. Donc, dans ce sens-là. Et pour terminer, quand on définit une impédance, on va définir finalement deux choses. Alors, soit on dit, on donne la longueur ici du vecteur et l'angle, ou deuxième solution, on donne ici la valeur de la réactance, enfin plus exactement, on donne la valeur de la résistance, plus ou moins, selon le sens qu'on est en avance ou en retard, plus ou moins la valeur ici de la réactance. Donc je vous ai mis ici, où est-ce que je l'ai mis ? Ouais, ben je le retrouve plus, mais voilà. Donc je l'avais mis dans le cours. Faut chercher un petit peu, ça va être plus haut, je suppose. Dans toutes mes explications qui sont là-dedans. Voilà. Alors, il faut voir aussi qu'une bobine n'est pas complètement parfaite, puisque, par exemple, ici, pour ma bobine, où j'ai déjà une résistance parasite, on vient d'en parler, mais je peux aussi avoir un condensateur parasite, c'est le condensateur que je vais avoir entre les spires de ma bobine. Donc ça, ce sont évidemment, c'est des petites valeurs par rapport à la valeur de ma bobine, mais ça vient perturber voilà, toutes les formules qu'on vient de voir. Donc des fois c'est un peu compliqué, ou tout au moins ça génère des phénomènes qu'on ne comprend pas d'où ça peut provenir, et tout simplement c'est les capacités parasites des bobines qui peuvent poser problème, notamment quand plus on monte en fréquence. Là par exemple, donc ici j'ai une bobine, tout va bien,
plus une résistance, plus un condensateur. Donc je mets tout ça en musique, pour une certaine fréquence évidemment. Donc j'applique mes deux formules que j'avais vues la semaine dernière, c'est-à-dire pour ma bobine, l'impédance c'est 2 fois pi fois f fois la fréquence, et pour le condensateur c'est 1 divisé par 2 fois pi fois f fois c. Voilà, donc ça c'est mes deux valeurs d'impédance. Et puis la résistance, ben, c'est la résistance, donc elle est en ohms, tout va bien. Donc une fois que j'ai ces valeurs, je fais une représentation vectorielle. Donc ma bobine, c'est positif, donc ça va vers le haut. Et cette longueur-là, ça correspond à ma longueur en ohms. Je prends la même longueur pour mes ohms. Ici, je représente ma valeur de la résistance, qui est vraiment très importante par rapport d'ailleurs à la valeur ici de la bobine, mais enfin bon, peu importe. Et dans l'autre sens vient la valeur du condensateur qui, elle, va tirer vers le bas le vecteur. Et pour ce composant-là, l'impédance totale, c'est la somme vectorielle. Donc je mets tous mes vecteurs bout à bout. Donc je commence par le rouge, hop, puis le bleu, puis le vert, et la résultante, c'est ce vecteur-là. Donc c'est cette longueur-là qui va me donner l'impédance. Et ici, je vais avoir le déphasage. Autre manière de représenter les choses, c'est ici la résistance plus, alors je vous l'ai pas dit, mais on rajoute, enfin les mathématiciens rajoutent systématiquement un J avant la valeur en ohms pour montrer que on peut pas additionner ou soustraire les deux. Donc c'est ce qu'on appelle l'imaginaire, et c'est ce qui va dire attention, c'est une autre, voilà, c'est dans une autre dimension, donc on peut pas additionner les deux valeurs, quand bien même elles soient données toutes les deux en ohms. Et donc là, ma réactance, qui est positive, c'est la différence entre la valeur ici XL moins XC, puisque j'ai une partie de la réactance positive qui est annulée ici par mon condensateur. Et il ne reste finalement que cette longueur-là. Cette longueur-là a été annulée ici par le condensateur qui est là. Donc ça, voilà, c'est peut-être un peu compliqué à comprendre. Encore une fois, allez regarder dans la vidéo complète. Je pense que c'est un peu plus compréhensible de ce côté-là. On va passer aux exercices. Alors, on passe aux exercices. Est-ce que j'ai... Ok. Je regarde s'il y avait des commentaires sur les chats. Et je n'en ai pas, donc on va commencer tout de suite les exercices. Alors, pour votre information, j'ai qu'une seule série parce qu'en fait j'ai très peu de questions et j'en ai tellement peu que ça ne remplit même pas toute une série, puisque vous allez voir, il y a des questions qui sont en fait des questions sur la partie du cours de la semaine dernière, c'est-à-dire sur les bobines et les condensateurs parfaits. Alors, tout ça pour vous rassurer que si vous avez pas, enfin si vous maîtrisez pas tout, ne vous inquiétez pas, il y a peu de questions, et puis surtout je vois pas trop quel type de questions on peut poser à part celles qu'on va voir là. Alors on y va. Donc vous voyez, on commence par les capacités équivalentes qu'on a déjà vues la semaine dernière. Donc 4 condensateurs, ça me fait 300 nanos, 300 nanos.
Alors la calculette, est-ce qu'elle est prête? Je vais vérifier quand même. Elle est prête. Voilà, si on a besoin, on la fera marcher. Elle est là. Donc 1200 divisé par 4, je ne vais quand même pas sortir la calculette. C'est 300 et on y va. Calculer la valeur équivalente de 4 condensateurs en série de 20 microfarads. Donc c'est 20 divisé par 4, ça me fait 5 microfarads. 5 microfarads. Calculer la valeur équivalente de 4 condensateurs de 50 microfarads, toujours pareil. 50 divisé par 4, 12,5. Je sors pas ma calculette. Je devrais peut-être, mais bon. De toute façon, on voit bien que les valeurs, les autres valeurs proposées, c'est un peu n'importe quoi. Donc, capacité équivalente. Et alors là, par contre, là, je sors ma calculette. Donc, elles sont en série. Donc, il faut que je fasse produit sur somme. Alors, hop. Donc, je suis en nano. Donc, produit. Donc, sinon, je fais 5 fois 10. Mais enfin, bon, je tape tout de suite 50. Que je divise par 5 plus 10, 15. Voilà. Et ça me donne donc 3,33. Évidemment, ce sont des nanofarads. Que faire pour passer de 200 picofarads à 250 picofarads? Eh bien, on rajoute en parallèle 50 picofarads. Voilà. Que doit-on rajouter à un condensateur de 20 picofarads pour obtenir 25 picofarads? Eh bien, il faut rajouter 5 picofarads en parallèle. C'est toujours un peu la même chose, hein. Capacité équivalente, donc là, je suis en parallèle, donc j'additionne 450 picofarads, 450 picofarads. Ici, 470 et 530, ça me fait donc 1000 picofarads. J'ai pas 1000 picofarads, par contre j'ai un nanofarad. Ça me va bien. N'oubliez pas votre table de conversion. On revient là-dessus. La table de conversion, elle est là. Les nanos, enfin les picots ici, et donc les nanos sont ici. Ne les oubliez pas, c'est toujours important. Alors un nano, que je le garde. Que doit-on rajouter à un condensateur de 10 picofarads pour obtenir 25 picofarads? 15 picofarads en parallèle. Vous voyez, c'est toujours à peu près les mêmes choses. On en est déjà à la question 9, on n'a pas encore vu les questions de la soirée. Alors ça, c'est une question très tordue, qui est de mon cru, parce que 21 608, ça c'est chez moi. Ça, c'est dans les isolements. Alors, les isolements, on n'en a pas trop parlé. C'est dans le cours où j'en parle plus. C'est la tension maximum que peut supporter un condensateur. Et évidemment, chacun des condensateurs... Alors, généralement, quand on parle de tension d'isolement, ça s'adresse plus à des condensateurs chimiques. Mais cette tension d'isolement, ça existe aussi pour tout type de condensateur, hein. Mais quand on voit 63 volts, généralement, c'est que c'est du condensateur chimique derrière. Et donc, chaque condensateur a une tension d'isolement ici de 63 volts. Évidemment, si je les mets en série, ma tension d'isolement ici, ça va être 3 fois 63 volts, 189 volts. Sauf que dans la vraie vie, il va falloir
ici que j'équilibre mes condensateurs en rajoutant ici sur le côté là des résistances de forte valeur qui vont permettre comme ça de faire en sorte que ma tension d'isolement elle est bien répartie sur les 3 condensateurs. Hein, si je mets 3 grosses résistances ici de même valeur évidemment sur chacun des condensateurs, et bien comme ça va permettre de répartir la tension totale sur chacun des condensateurs et donc je vais obtenir une tension d'isolement de 189 volts. C'est 3 fois la valeur de la tension d'isolement individuelle de chaque condensateur. Déphasage introduit par un condensateur. On en a parlé la semaine dernière. Le condensateur introduit un déphasage de 90 degrés. Quand on parle de déphasage, c'est, je regarde l'intensité, enfin déjà on est en courant alternatif, sinusoïdal, on regarde l'intensité et on mesure ou on visualise la tension et c'est cette tension qui est donc en retard dans le cas du condensateur. Comme c'est en retard, eh bien, on indique moins 90 degrés. Et si c'est en avance, on dirait plus 90 degrés. On en arrive enfin aux questions du jour. Ici, constante de temps de ce circuit. Donc là, je prends maintenant ma calculette. Là, on demande la constante de temps. On ne demande pas en combien de temps est rempli le condensateur. On demande juste quelle est la valeur de la constante de temps. Donc là, c'est R multiplié par C. Hop. R 20 exposant 3 multiplié par C 47 exposant moins 6 puisque ce sont des microfarades. 940 millisecondes. J'ai pas en millisecondes, par contre j'ai 0,94 secondes. Ça me va bien. Je rappelle ce joli schéma. Donc ici 940, ici le 9, le 4, le 0, 940 millisecondes, ce qui me fait 0,94 secondes. Hop, suivant, je reviens sur ma calculette. Quel terme décrit le temps que prend un condensateur pour se charger à 63,2% de la tension fournie par le générateur? Donc ça, c'est la constante de temps. Et ça, c'est une question... je ne sais même plus qui l'avait faite. Enfin, en tout cas, c'est pas une question d'examen. La série 22, c'est pas des questions d'examen. Et c'est pas non plus des questions de l'ANFR. Les questions de l'ANFR, c'est la série 23. Et d'ailleurs, cette question-là a été reposée récemment dans un vrai examen ANFR. Elle a dû être posée il y a 2-3 mois. Et je me suis dit, tiens, l'ANFR a été piqué dans la base de données d'examen. En combien de temps le condensateur sera-t-il rempli une fois le contact établi? Donc là, c'est ce fameux rempli que l'on a mis entre guillemets, parce que finalement, on va vous demander les fameux 5 fois le temps, la constante de temps. Alors, hop. J'annule. Alors, ma constante de temps, donc c'est 15 exposant 3 pour 15 kilo ohms.
multiplié par 10 microfarads, donc 10 exposant moins 6, ça me fait 150 millisecondes, mais je m'arrête pas là, parce qu'évidemment 150 millisecondes, ça y est bien. Et maintenant, il faut que je multiplie par 5 pour avoir le temps du remplissage complet, puisque à une constante de temps, mon condensateur n'est pas rempli complètement, mais il est rempli, on va dire, pour simplifier, aux 2/3, 63% exactement. Et donc, il faut que je multiplie par 5, ce qui me fait 750 millisecondes, et j'ai bien la réponse 750 millisecondes. Quelle est la formule exacte? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, la seule endroit où j'ai vu la formule de la bobine, c'est là-dedans. Et la formule de la bobine, la voilà. Les autres, donc le temps, c'est R multiplié par C. Là, c'est L divisé par R. Et là, 1 divisé par RC, c'est pas ça, c'est R multiplié par C. Voilà, donc la bonne réponse est celle-ci, que je valide. On a quelques questions sur les déphasages. Donc ça, c'est pour vous demander quelle est la forme, quel est le style de déphasage. Donc ici, vous avez en trait plein ici l'intensité et en pointillé ici, vous avez la tension. On voit bien que c'est en opposition de phase. C'est-à-dire que quand c'est au maximum ici, c'est au minimum là. Quand c'est à 0 ici, c'est aussi à 0, etc., etc. Donc on est bien en opposition de phase, comme si on était dans un miroir. Et là, donc, on est bien en opposition de phase. Quadrature, c'est un terme compliqué pour dire c'est décalé de 90 degrés. C'est décalé d'un angle droit. Et l'angle droit, c'est 90 degrés. Décalé de phase, ça veut rien dire. Et aucun déphasage, bah si, justement, il y en a. Quel est le déphasage? Donc ici, on voit que lorsqu'ici, je suis à 0, ici, je suis à moins 90. Et quand je suis à 0, 0 ici, je suis ici à plus 90. Quand je suis au maximum ici, je suis à 0 ici. Voilà, donc tout ça montre qu'on a un déphasage de 90 degrés. Si on avait donc ici, on a la tension et ici, l'intensité, ici la tension. Ma tension est en avance sur l'intensité, donc ça c'est le déphasage théorique, enfin le déphasage d'une bobine parfaite. Et donc ça c'est 90 degrés. Pour terminer sur les sur le déphasage d'une bobine, en fait une bobine non parfaite, une bobine parfaite ça va avoir un déphasage de 90 degrés exactement. Une bobine non parfaite, en règle générale, le déphasage, il est du style 95-97%. On se dit, bah ouais, on est proche de 100%, ça va pas trop me gêner. Eh ben si. Ça va nous poser énormément de problèmes pour la suite. Donc, il faut absolument... pardon, c'est le déphasage, c'est pas 95, c'est 80, 87, 88%, donc proche de 90 degrés. C'est pas des pourcents, c'est des degrés. Donc c'est 87 degrés ou 88 degrés, et ce sont ces degrés qui manquent qui vont nous poser énormément de problèmes pour la suite. Alors là, le déphasage, voilà, c'est
c'est un petit peu difficile à, à voir là, mais ici on a l'impression que c'est du 90 degrés, mais en fait elles sont trop proches l'une de l'autre. Quand on regarde par rapport à ce que l'on avait juste avant, c'est-à-dire ici, là on n'a pas de... il n'y a pas d'état d'âme, c'est 90 degrés. Quand on a cette forme ici, qui est, les deux courbes sont vraiment très proches l'une de l'autre, c'est pas 90 degrés, ça c'est 45 degrés. Alors ça c'est un truc, je pense, alors il y avait un indice, T sur 8 et c'est T sur 2, alors je ne sais, voilà, je suis pas certain, je sais pas trop ce que ça veut dire ça, je pense que ça veut dire, enfin, je suppose, T sur 8, donc c'est le fait que mon déphasage soit à, à 45 degrés. T sur 2, je ne vois pas pourquoi on rajouterait cette information. Mais voilà, donc je pense que c'est dans la présentation de la NFR, c'est 45 degrés, c'est certain, mais je suis pas certain que ces deux chiffres-là, ça vous donne un indice qui soit facile à interpréter. Mais en tout cas, c'est une très vieille question que je n'ai pas revue depuis très longtemps. Bon, là, déphasage, tension, courant. On nous parle partout ici de picofarad, enfin de valeur de condensateur. C'est pas la question. Donc, c'est aucune des réponses proposées, tout simplement. Hein, là, la réponse, ça serait 180 degrés ou opposition de phase, et j'ai pas cette réponse là-dedans. Et enfin, la dernière, qui est assez récente. Et donc, on a plusieurs schémas, avec plus ou moins ici de décalage. Alors, des décalages positifs ici, enfin ici, du coup, pardon, ici, les positifs, ils sont là. Les avances sont là, les retards sont là. Alors, les signaux en opposition de phase, je pense que c'est celui-là. Pourquoi? C'est que mes deux sinusoïdes, là, à chaque fois, elles se croisent ici au milieu. Alors qu'ici, elles ne se croisent pas au milieu, elles se croisent ici, ici, ici et ici. Même chose, ici, ici, ici et ici. Et la même chose, elles ne se croisent pas au même niveau. Alors que dans mon schéma 1, ça, enfin, on va dire, si mon schéma 1 était bien dessiné, ici, elles se croisent ici au même niveau. Et si elles se croisent au même niveau, c'est qu'elles sont bien symétriques. Et si c'est symétrique, c'est que c'est en opposition de phase. Donc schéma 1, on vérifie. Et on est bon. Et bien maintenant, donc vous voyez, il y a très peu de questions sur cette partie qui, pour moi, est intéressant parce que c'est ce qui va vous permettre de mieux comprendre par la suite tous les problèmes que l'on a, notamment enfin les circuits bouchons qui sont pas très performants, etc., etc. Et tout ça va provenir du fait de ces bobines et de ces condensateurs qui ne sont pas parfaits. On va se faire toutes les deux autres séries, exceptionnellement, donc on va faire toutes les exercices proposés pour un chapitre. Donc là, on va revenir au début.
Je vais remettre ici les slides. Hop. Bon, il y a peut-être des fois où il y a des redites. Donc, avec quoi mesure-t-on la tension? Bah, c'est avec tout simplement un voltmètre, hein, tout simplement. On peut chercher non plus à compliquer les choses. Puissance dissipée dans R. Donc R, alors j'ai la valeur R, donc j'ai besoin de P, de U et de R. P, U et R, c'est cette formule ici. Et donc là, la puissance, P égale U au carré divisé par R. Donc ça me fait 100 fois 100, ça fait 10 000. 10 000 divisé par 1000, ça fait 10. Je ne sors pas ma calculette. Je m'en excuse. Et ça fait donc 10 watts. Quantité d'électricité fournie par le générateur pendant 45 secondes. Donc, j'ai 5 milliampères, une résistance dont je ne connais pas la valeur, donc ça ne va pas me servir à grand-chose. Et donc, la quantité d'électricité qui va passer ici dans ma résistance, c'est 5 milliampères multiplié par 45 secondes, puisque mon coulomb, c'est multiplié par le temps, et le temps, c'est en secondes. Donc, je reprends ici ma calculette. Donc, 5 milliampères, 5 exposant moins 3, multiplié par 45, ça me fait 225 10 puissance moins 3, donc 225 millisecondes. Millicoulombs, pardon. La quantité d'électricité, c'est en coulombs. On va planquer ça. C'est cette formule ici. Valeur de la résistance. Hop. Valeur de la résistance, donc rouge, 2, vert, 5, bleu, 6. Donc 2, 5 et 6 zéros, ça me fait 25 mégas. Orange, violet, noir. Orange 3, violet 7, donc 37. Et noir 0, donc pas de 0. Hein, 0, 0 égale pas de 0. Donc ça me fait 37 ohms. Valeur normalisée pour la puissance minimale à retenir pour P. Donc là, je reviens un peu en arrière. Ce dont je vais avoir besoin, c'est ma tension, ma résistance, ma puissance. Donc c'est encore cette formule, P égale U2 sur R. Je prends ma calculette. Alors, 12 fois 12, 144. Je ne le fais pas, hein, divisé par 1800. Ça me fait 80 milliwatts. Donc je peux prendre la plus petite valeur qui sera bonne, puisque au-delà, ça sert à rien. Je mets des trop grosses puissances qui ne me servent à rien pour dissiper le peu de puissance que j'ai, mes 80 milliwatts. La même chose, donc 9 fois, enfin 90 fois 90, ça me fait 1800, 8100, pardon. 8100 divisé par 1000, 8,1 watts. Et là, il faut que j'utilise une valeur de 10 watts, puisque 5 watts n'est pas suffisant. Et 20 watts serait trop fort. On en arrive à mes
c'est celle-là. Quelle est l'intensité? Alors là, plusieurs méthodes. On va les faire toutes. Première méthode, enfin, ce que je vous conseille, c'est plutôt la méthode intuitive. Ici, j'ai 100 ohms pour 1 ampère. Ici, cette valeur, c'est 50 ohms. Donc, ma loi d'Ohm me dit que je vais avoir 2 fois plus de courant dans cette résistance que dans celle-là. Donc 2 fois plus, ça me fait ici 2 ampères. Si j'ai 2 ampères dans cette branche et 1 ampère dans la deuxième branche, eh bien en tout, je vais avoir 3 ampères. Autre manière de calculer, ici 100 ohms et 1 ampère, donc la tension U égale à R multiplié par I, R 100, I 1 ampère, donc là ici j'ai 100 volts ici sur cette résistance-là. Si j'ai 100 volts ici, j'ai aussi 100 volts sur cette deuxième résistance. Et maintenant que j'ai la tension, je vais pouvoir calculer son intensité. L'intensité, donc I est égal à U sur R, je reviens, toujours le même truc, mes tableaux, qu'il faut avoir en tête, I est égal à U sur R, donc U 100 volts, divisé par 50 ohms, ça me fait bien mes 2 ampères. Et je fais maintenant l'addition, 2 ampères plus 1 ampère égale 3 ampères. Voilà, c'est les deux méthodes, mais voilà, ça conduit au même résultat. Et enfin, on peut aussi faire par élimination. Voilà, 1 ampère, c'est pas possible puisqu'il y a déjà 1 ampère qui passe là-dedans. Donc là-dedans, il doit passer quelque chose. 2 ampères, ça voudrait dire qu'ici, elle ferait 100 ohms, enfin 2 ampères et même 1,5. Ici, elle serait plus forte, enfin la résistance serait plus forte que les 100 ohms. Or, c'est faux. Donc finalement, il n'y a guère que 3 ampères qui peut faire, qui est cohérent. Une petite résistance équivalente pour la route. Donc ça, on commence ici par cet ensemble. Alors, hop, ma petite calculette. Donc je fais trop. Donc c'est produit sur somme, je répète. 300 multiplié par 100 divisé par la somme, donc 400. 300 plus 100. Ça me fait 75. 75 plus mes 25 qui sont là, ça me fait 100 ohms. Quelle est la pulsation d'un signal dont la fréquence est 14 mégas? La pulsation, 2 fois pi fois f. Ma calculette. Alors, 2 fois pi, 6,28, fois f, 14, exposant 6. 14 mégas, donc c'est exposant 6, ça me fait 87 millions quelque chose. Voilà, 87 920, ça me va bien. Fréquence d'un signal de période 50 millisecondes. Hop. 1 divisé par 500 exposant moins 3 pour les millisecondes. Donc la fréquence, c'est 2 Hertz. Un signal à une période de 50 nanosecondes, quelle est sa fréquence? Allez, hop. Alors 50 exposant moins 9. Mais nano, c'est moins 9.
Hein, je reprends mon joli, hop là, nano 3, 6, 9. Donc là, c'est moins 9. Hop, il est où? Le voilà. Et donc, ça me fait... Ah, j'ai perdu ma calculette du coup. Ça me fait 20 10 puissance 6, ça me fait 20 mégas. Voici mes mégas. Tension crête d'un signal efficace de 5 volts. Donc je fais 5 multiplié par point crête. Donc je multiplie par 1,414. 1.414 707. J'ai un 707, c'est parfait. 311 volts crête, quelle est la valeur efficace? Donc là, c'est l'inverse. Donc 311 multiplié par 0.707, ça me fait 220, enfin 219, 877. Et je peux aussi diviser par 1,414, ce qui revient au même, vous allez voir. 311. Ah, divisé par 1.414, à quelque chose près, puisque là, c'est des arrondis, hein, le 0,707 et le 1,414, parce que c'est facile à se souvenir. Mais voilà, ce qui est important, c'est qu'on est toujours à peu près dans les mêmes valeurs, et c'est bien du 220 volts efficace. Fréquence du signal, donc là c'est un joli oscilloscope qui a été dessiné, donc avec les carrés. Ici on a les divisions par milliseconde, donc ici on a, pour faire une période, donc on a 1, 2, 3, 4 carrés. 4 carrés à enfin 4 divisions, avec 1 milliseconde par division, donc ça me fait 4 millisecondes. Et 4 millisecondes, quelle est la fréquence d'un signal de 4 millisecondes? 1 divisé par 4 exposant moins 3, puisque ce sont des millisecondes, c'est 250 Hz. Impédance d'une bobine. Hop, impédance, elle est où? Voilà l'impédance d'une bobine. L'impédance d'une bobine, donc c'est 6,28 fois la fréquence fois ici, fois la valeur de la bobine. Et on y va, si ça veut bien. Alors, 6,28 multiplié par la fréquence 250 exposant 3, puisque ce sont des kilohertz, et je multiplie par 1 micro, 1 exposant moins 6, puisque c'est un micro-henri, et ça me donne donc 1,57 ohms. 1,57 ohms. Un condensateur a une valeur de 200 picofarads. Que faut-il pour obtenir une valeur de 40 picofarads? Alors là, c'est... En fait, jusqu'à présent, on avait vu qu'il fallait mettre des condensateurs en série, en parallèle, pardon, pour augmenter la valeur. Là, il va falloir diminuer la valeur par rapport à un condensateur. Donc, il va falloir en mettre en série. Et là, je n'ai qu'une seule solution, c'est de le faire par tâtonnement. Alors, voilà. 40 picofarads, ça va pas aller parce que ça va faire une valeur trop faible. Puisque je rappelle que, par définition, la plus petite, enfin la capacité équivalente est toujours inférieure à la plus petite des capacités.
Donc ça ne peut pas être 40 parce que c'est trop petit. Et donc après, ça peut être soit 240, soit 50, soit 160. Moi, intuitivement, je dirais 50. Pourquoi? C'est que quand on dit que la capacité équivalente est toujours inférieure à la plus petite des capacités, elle est inférieure, mais si elle est associée avec une très grosse capacité, en fait, cette très grosse capacité, elle ne va pas avoir une grosse incidence sur la valeur finale. Et donc, elle va très peu diminuer la valeur équivalente. C'est pour ça que je pense que 50, c'est bon. Et donc, on va faire plusieurs tests. On va le faire, par exemple, avec 160, histoire de faire des exercices. Mais si je fais 160 fois 200 divisé par 360, voilà, 88, je suis largement trop gros. Donc, je suis obligé de prendre 200, si je prends 50 maintenant, fois 50 divisé par 250. Et là, j'ai bien mes 40 picofarads. Donc, c'est un peu tordu, mais voilà. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup des comme ça. On passe un peu de temps à répondre. Quelle est la valeur équivalente de 4 condensateurs de 15 nanofarads en série? Donc c'est 15 divisé par 4. Alors si on ne veut pas se planter, on le fait à la calculette. Et normalement, voilà, on a au moins une idée. 16 divisé par 4, c'est 4. Donc c'est un tout petit peu moins. 3,75 nanofarads. Capacité équivalente d'un réseau, là. Donc 500 et 500, ça me fait 1 nano. Et 1 nano en série avec 1 nano, bah, ça me donne 500 picots. Est-ce que j'ai 500 picots? Eh ben non, j'ai 0,5 nano. Et c'est pareil. Ici, un peu le même esprit. 25 et 25, ça me fait 50 picots. 50 picots en série avec 50 picots, ça me fait 25 picots. Hop. Et c'est fini pour cette série. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais, bah j'ai coché 40 picots. Donc c'est pas intelligent. J'avais fait tous les calculs et j'ai coché la mauvaise case. Voilà, comme quoi il faut faire attention aussi à ce que l'on fait. Hop, et la dernière série de la soirée, qui est du même acabit, donc on va rien découvrir de particulier. Alors, tension du générateur, on va revenir sur ma loi d'Ohm. Voilà, donc tension, j'ai la résistance, l'intensité, et on me demande la tension, donc c'est celle-là que je vais utiliser, U égale RI. Et je prends ma calculette. Alors, hop. Alors, R 1,5 exposant 3, puisque ce sont des kilo-ohms, que je multiplie par l'intensité, 60 exposant moins 3. Ce qui me fait 90 volts. Une belle pile. Puissance dissipée dans la charge. Donc là, qu'est-ce que je vais utiliser? Donc j'ai l'intensité, la résistance, et on me demande la puissance. Donc c'est celle-là, encore une fois, P égale U2 sur R, qui est ici. Donc P égale U2 sur R. Ah non, c'est pas U2 sur R, c'est raté puisque c'est l'intensité. Donc c'est P, R et I au carré. C'est celle-ci. P égale RI2.
R 33 kOhm multiplié par l'intensité 50 exposant moins 3. Alors je peux faire une deuxième fois 50 exposant moins 3 ou utiliser la fonction carré. Hop. Et voilà. Ça marche bien et ça me donne donc 82,5 watts, puisque je suis en watts. Quelle est la formule exacte? Alors, la formule 1, est-ce qu'elle est bonne? P égale, non, c'est U2 sur R et non pas I2 sur R. La formule 2, celle-là, non, puisque non, puis c'est divisé par T. Non, ça, c'est pas bon, ça c'est c'est l'histoire de puissance que l'on a, j'étais un peu loin, hop, ici. W, puisque en fait je remplace, si je remplace ici W par sa valeur, c'est-à-dire U2 sur R ou RI2, donc en fait il y a une double erreur, là ça serait RI au carré multiplié par T, si je remplace ici P par sa valeur qui est ici. Enfin, ici ou ici. Alors, ici, W est égal à U multiplié par T. Non, ça serait U au carré multiplié par E divisé par R pour obtenir cette formule-là, enfin pour faire un mixte entre cette formule-là et cette formule-là. Et Q égale à I multiplié par T, ça me va bien, donc c'est la formule 4 qui est bonne, et il n'y a que la 4. Valeur de la résistance, vert, bleu, bleu, vert 5, bleu 6, et 6 zéros derrière. Donc 56 mégas. 56 mégas. Rouge, violet, rouge. Donc 2, 7 et 2. Donc 2700. 2700, 2,7 kg. Ça marche. Quelles sont les couleurs de cette résistance? Donc j'ai 820 ohms. 820 ohms, c'est donc gris, rouge et marron. Gris, rouge, marron, la voilà. J'en ai très peu des comme ça. Hein. La plupart du temps, c'est dans l'autre sens, mais j'en ai eu quelques-unes. Ma répartition de tension, donc on en est à cette partie. Donc ici, j'ai 25 volts en tout, qui va être réparti au prorata des valeurs des résistances. Je prends ma calculette. Donc je fais 25. Ah, peut-être que je efface. 25. Je divise par la valeur totale des résistances. Donc 1,8 et 200 ohms. Donc ça me fait ici divisé par 2000. Et je multiplie par la valeur de ma résistance ici pour obtenir la tension. 1800 ou 1,8 10 puissance 3 si vous voulez. Donc ce qui me fait 22,5 volts. Ce qui intuitivement est pas déconnant. Voilà, on aurait pu, sans faire de calcul, hésiter entre les 22,5 volts et les 20 volts. Voilà. En tout cas, ça ne peut pas être 2 volts 5, puisque 2 volts 5, c'est cette tension ici.
18 volts me semble un peu trop faible. Voilà, mais on aurait pu hésiter ici entre 22,5 et 20, sans faire de calcul. La résistance équivalente de ce réseau, bah, j'en ai deux ici en série qui s'additionnent. Ça fait 20 kg en série avec une résistance en parallèle, pardon, avec une résistance de 20 kg, ce qui me fait 10 kilo ohms. Voilà, pas trop compliqué. Alors en revanche, ça se complique un petit peu, il va falloir raisonner. Alors, comment ça va marcher? Comment calculer finalement, parce que ce que l'on demande, alors déjà cette résistance ici, la valeur de cette résistance, elle ne sert strictement à rien. Elle est là uniquement pour vous perturber. Deuxièmement, l'intensité totale, c'est l'intensité qui passe dans cette résistance-là, plus l'intensité qui va passer dans cette résistance-là. Donc bah voilà, maintenant on a la valeur de la deuxième intensité, hein, on a 5 mA là, donc on va essayer de trouver quelle est l'intensité qui passe là-dedans. La meilleure solution, ça consiste à calculer ici la tension que l'on a sur cette résistance, qui va être la même que la tension qu'on a ici. Et une fois qu'on a la tension et la résistance, ben on calcule l'intensité. On y va. Tension sur la deuxième résistance. Donc c'est U est égal à R multiplié par I. R, 3 exposant 3, multiplié par I, 5 exposant moins 3. Ce qui me fait 15 volts. Donc ici, j'ai 15 volts. Quelle intensité, et donc ces 15 volts, ils vont être aussi sur cette deuxième résistance ici. Quelle intensité j'ai dans cette résistance? Eh bien, c'est I est égal à U sur R. Alors, U, c'est 15. Alors, hop. Divisé par R, 2 exposant 3. Ce qui me fait 7,5 mA. Que j'additionne à mes 5 mA, ça me donne donc 12,5 mA. Alors, juste une remarque. J'ai 5 mA ici, donc mon courant total, c'est au moins 5 mA et sûrement plus. Donc ça ne peut pas être 5 mA. Cette résistance-là, elle est plus faible que celle de 3 kΩ qui voit passer 5 mA. Ce qui veut dire que j'ai plus d'intensité dans cette deuxième résistance que dans la première. Donc, je vais avoir plus de 10 mA. Donc, je ne peux pas avoir 7,5, c'est pas suffisant. Et je ne peux pas avoir juste 10 mA puisque ça sera supérieur. Donc, il n'y a qu'une seule solution, sans faire de calcul, c'est le 12,5 mA. Mais ça, c'est quand vous êtes très fort. Quelle est la pulsation de ce circuit? Alors attention, piège. Il y a la valeur de la bobine ici. Ça ne sert strictement à rien. On demande la pulsation. Donc on aurait eu un condensateur, une bobine, tout ce qu'on veut, une résistance même. C'est toujours la même pulsation. On se fout du composant qu'il y a avec. La pulsation, c'est juste une autre manière de formuler une fréquence. Et en l'occurrence, là, c'est la fréquence multipliée par 2 fois pi, donc 6,28. 6,28 multiplié par la fréquence, 21 exposant 6. 131 millions. Enfin, 131, 880. Ça me va bien. Et encore une fois, c'est 6,28, donc c'est arrondi. On n'a pas entré le nombre pi complet, parce que sinon, ça
Ici, on n'a qu'une approximation. On peut le faire si vous voulez. Allez, hop. 2 fois le nombre pi, le voilà là, hop, pi fois 21, voilà. Et donc ça me donne précisément 131 947 et non pas 131 880. Voilà. Ça change pas la face du monde. Fréquence d'un signal ayant une période de 2 millisecondes. Bah donc c'est 1 divisé par 2. Enfin 2 millisecondes. Alors on va le faire à la calculette, ça va être mieux. 1 divisé par 2 exposant moins 3. Et ça me donne donc 500 Hz. 10 volts efficaces, quelle est la tension crête? Donc je multiplie par 1,414. 10 fois 1,414, ça me fait 14,4. C'est très compliqué. Encore des formules exactes. La pulsation, elle me plaît bien, celle-là. 2 fois pi fois f. Ça, c'est bien. Ça me plaît moyen, ça. P égale U2 sur R. Enfin, si j'ai U et R, ça me fait P égale U2 sur R. Ici, I max est égal à I efficace multiplié par racine de 2. Oui, puisque racine de 2, c'est 1,414. Donc, et là, P est égal à UI, donc c'est pas U, U2 sur R, mais en tout cas pas ça, donc c'est 3, c'est 2 et 3, là, c'est celle-ci et celle-ci. 2 et 3, 2 et 3. Valeur efficace d'une tension de 5 volts crête. Donc il faut que je multiplie par 0,707. Donc 3,5 par 0,7 pour faire simple. Ça donne donc 3,5. Et mais si on fait 707, il doit y avoir un tout petit chouï derrière. Alors 5 fois 0.707. Voilà. 3,535, 3,5 arrondi. La capacité d'un condensateur est fonction de quoi? De la fréquence, de la surface des électrodes, de la distance entre les électrodes et de la puissance. Donc la capacité, c'est la surface des électrodes ou des plaques qui sont en vis-à-vis, la distance entre ces plaques, éventuellement aussi le type d'isolant que l'on utilise pour séparer les plaques, mais c'est tout. Donc c'est 2 et 3, et là, enfin, le type d'isolant utilisé n'est pas indiqué, donc il n'y a que 2 éléments qui entrent en jeu ici. Alors, juste une remarque, généralement c'est très peu utilisé, enfin tout au moins des bobines comme ça en parallèle, c'est très peu utilisé. Mais voilà, c'est un exercice, donc la valeur de la bobine équivalente, on va utiliser la même méthode que pour les résistances. Donc ce que je vais faire là, je vais faire le produit sur la somme de ça. Donc 10 fois 20 divisé par 30. 30 c'est 10 plus 20. Ça me fait 6,66 que j'ajoute ici à mes 30 micro-henries. Ça me fait 36,7 micro-henries. Valeur équivalente à 30 condensateurs de 120 pico en série. 120 divisé par 30, ça me fait 4 nanofarads. Capacité équivalente de 40 condensateurs de 120 picofarads montés en série. Ça me fait 3 picofarads. 120 divisé par 40 égale 3. Je ne sors pas la calculette. Désolé.
capacité équivalente. Donc là, je suis en parallèle, donc j'additionne mes valeurs, ça me fait 18. 18 en série avec 3 picofarads, donc ça va me donner une valeur qui va être inférieure à 3. J'en ai qu'une seule, c'est 2,6. Donc je coche, mais je suis certain que c'est ça. Je ne suis même pas obligé de faire le calcul. Hein. 3 fois 18 divisé par 21. Et donc ça me fait 2,57. Donc c'est bien mes 2,6. Capacité équivalente, donc encore 50 et 50, ça me fait 100 nanos. 100 nanos en série avec 100, ça me fait 50 nanos. On a déjà vu ça précédemment. On arrive à la fin, et que me dit le score? On n'est pas trop mauvais. Voilà, donc ce soir, c'était une série relativement simple. On va complexifier évidemment les choses au fur et à mesure, et notamment la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous souhaite un excellent week-end, et on se retrouve la semaine prochaine en pleine forme pour refaire d'autres exercices. Bonne soirée à tous et très bon week-end, bye bye.